Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous faire confiance pour ce journal. Nous vous guidons à travers les événements qui font l'actualité ce soir. Le président de la République a accueilli aujourd'hui le président de la Commission de l'Union africaine. Autre actualité, engagement des jeunes. Le Premier ministre a présidé ce matin la journée nationale et africaine de la jeunesse. Et au Liban, l'ONU condamne la mort de 85 membres du personnel médical en 2 mois en raison des attaques israéliennes. Bonsoir et merci de nous accueillir chez vous. Le président de la République, Ismaïl Omar Guelleh, a rencontré Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, pour discuter des décisions de la 3e conférence ministérielle de coordination Afrique-Turquie et des enjeux régionaux, tout en soulignant le rôle clé de Djibouti au sein de l'Union africaine. Découvrez la suite de cette rencontre avec Myriam Mohamed. Le président de la République, Ismaïl Omar Guelleh, a réussi aujourd'hui au Palais de la République le président de la Commission de l'Union africaine, M. Moussa Faki, en déplacement à Djibouti pour prendre part à la 3e conférence ministérielle de coordination Turquie-Afrique. L'audience entre le président et M. Faki a servi de cadre à l'évocation de l'importance de la conférence ministérielle sur la coopération entre la Turquie et l'Afrique qui a pour objectif de réitérer l'engagement pour approfondir un partenariat stratégique entre la Turquie et l'Afrique. Les discussions ensuite été étendue sur de principales problématiques à l'ordre du jour dans la Corne de l'Afrique, relative notamment à la paix et à la sécurité, à la coexistence pacifique des peuples et à l'intégration économique régionale permettant une plus grande solidarité entre les différentes régions et pays du continent. Le président de la Commission de l'Union africaine était accompagné par son directeur de cabinet, Mohamed El Hassan, la porte-parole de la Commission de l'Union africaine, Madame Eba Galaden. A noté également la présence à ces entretiens le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mohamed Ali Youssouf, l'ambassadeur de la République de Djibouti auprès de la République démocratique et fédérale de l'Éthiopie et représentant permanent de notre pays auprès de l'Union africaine, Abdi Mahmoud Aïbé, ainsi que la conseillère diplomatique du président, Madame Fathia Jama'uddin. Et par la suite, M. Faki Mahamat a déclaré avoir profité de cette rencontre pour faire ses adieux, saluant le rôle positif de Djibouti au sein de l'IGAD et de l'Union africaine. Nous l'écoutons. Venu prendre part à cette réunion ministérielle sur le partenariat entre la Turquie et l'Afrique. Je voudrais d'abord remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, mon frère le ministre Mahmoud, pour la parfaite organisation de cette importante réunion. Bien entendu, je suis venu présenter mes civilités à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et vous savez que je suis à 3 mois de la fin de mon mandat. Et donc, j'ai profité de l'occasion pour faire mes adieux au président, le remercier de son soutien pendant mes 2 mandats à la tête de l'organisation. Djibouti lui-même m'ont soutenu. Je l'ai également remercié et félicité pour son engagement pour la paix, la stabilité dans la région de la Corne de l'Afrique, mais également dans l'ensemble du continent. Djibouti est également aujourd'hui un hub de désenclavement de cette partie du continent. Et cela participe de l'intégration que nous recherchons pour la stabilité, la paix et le développement dans notre continent. Voilà, nous avons également profité de l'occasion pour échanger sur un certain nombre de sujets. Et je pars vraiment très satisfait de mon entretien avec son Excellence, Monsieur le Président de la République. C'est un partenariat qui a commencé à être formalisé en 2008. Donc nous sommes déjà à 16-17 ans. Nous avions organisé 3 sommets et plusieurs réunions ministérielles, dont celle que nous avions finie hier. Ces partenariats vraiment a écouté les États membres et nous, même à la Commission de l'Union africaine, l'évaluation que nous en avons faite est très positive. Le plus important pour nous, c'est que c'est un partenariat qui respecte nos priorités, qui s'inscrit dans notre agenda 2063 et il est très respectueux également des valeurs que nous portons. Donc nous sommes vraiment satisfaits de ce partenariat qui, bien entendu, doit être encore amélioré parce que l'Afrique a un potentiel important et nous sommes ouverts à différents partenariats pour peu qu'ils s'inscrivent dans notre intérêt et respectent nos choix.
Et le chef de la diplomatie, Mohamed Ali Youssouf, a quant à lui rendu hommage aux avancées significatives de l'Union africaine sous la direction de M. Faki, affirmant son engagement à poursuivre cet héritage avec détermination. À l'écoute. Le président de la République donc, a rencontré M. le président de la Commission, mon frère Moussa Faki Mahamat. Et j'aimerais surtout dire, parce que sur le partenariat, il a tout dit, mais j'aimerais surtout dire qu'il est vraiment une personnalité respectée pour tout le travail qu'il a fait à la tête de la Commission. Le continent a eu la chance de l'avoir comme président de Commission pendant 8 ans. Et aujourd'hui, je crois que si le continent a repris sa place sur la scène internationale, membre du G20, demain, nous serons peut-être membres du Conseil de sécurité avec le droit de veto. Tout le travail qui a été fait sur le plan de l'intégration dans le cadre de la ZLECAf, je crois que le président Faki a fait un travail, je dirais, louable, que le président de la République a bien voulu, n'est-ce pas, souligner lors de cet entretien. L'autre élément important, c'est que le continent fait face à de nombreux défis. Et ces défis sont de plus en plus complexes. Et je crois que ce qui a été déjà réalisé est, je dirais, une très bonne base pour avancer dans la construction du continent. Et c'est un travail qui va se faire sur 50 ans. Je crois qu'une seule commission ne peut pas terminer un agenda qui a été, n'est-ce pas, qui se décline en 5 mandats, 5 plans décennaux. Le premier a eu lieu, le deuxième est en cours depuis cette année. C'est un travail de longue haleine. Et on ne peut que féliciter le président de la commission et toute son équipe pour tout le travail qu'ils ont accompli toutes ces années. Et si aujourd'hui il y a, n'est-ce pas, peut-être cette opportunité pour Djibouti de prendre la relève, je serai très fier de poursuivre le travail que lui-même, son équipe ont déjà fait à la tête de la commission. Et on le souhaite vraiment, une bonne continuation parce qu'il a accumulé beaucoup d'expérience qui sera utile, comme l'a dit le président de la République, peut-être dans d'autres fonctions ou dans d'autres, je dirais, responsabilités. Mais l'Afrique a besoin de tous ses fils aussi compétents et qui peuvent encore apporter pour ce continent que nous chérissons tous. Sous le haut patronage du Premier ministre Abdulkader Kamel Mohamed, le Palais du Peuple a accueilli hier la célébration de la journée nationale et africaine de la jeunesse, placée sous le thème « Entreprendre et innover en économie mauve ». Cette journée, instituée en 2014 à l'initiative du Président de la République, est désormais un rendez-vous annuel. Elle se veut un moment de fête et de symbolisme, mettant en avant des thématiques fortes qui répondent aux aspirations et aux défis de la jeunesse djiboutienne. La cérémonie a rassemblé de nombreux dignitaires, dont des femmes, dont des membres du gouvernement, des parlementaires, des représentants du corps diplomatique en poste à Djibouti, ainsi que des délégations internationales venues témoigner de leur solidarité. Parmi celles-ci figurait une délégation de la Somalie, de la région Afar de l'Éthiopie et une autre de jeunes originaires du Soudan. Ensemble, ils ont exprimé leur soutien et leur désir de construire une jeunesse africaine unie et dynamique. Comme chaque année, cette journée de célébration s'est conclue par une cérémonie de remise de distinction honorant les personnalités djiboutiennes qui se sont investies avec passion et dévouement pour l'épanouissement de la jeunesse. Ce moment fort de la journée a également été marqué par la remise du prestigieux Grand Prix du chef de l'État, Initiative Jeunesse. Cette distinction de haut niveau récompense les associations et les individus dont les contributions innovantes stimulent le développement de l'économie mauve, secteur d'avenir, promouvant des idées audacieuses et des solutions durables au bénéfice des jeunes générations. Dans un esprit de solidarité régionale, l'ambassadeur du Soudan, présent pour l'occasion, a pris la parole. Il a rappelé avec force l'importance de la coopération entre pays voisins pour accompagner la jeunesse africaine vers un avenir prometteur et prospère.
Et au cours de cette journée, la ministre de la Jeunesse a réaffirmé l'engagement du gouvernement en faveur de l'entrepreneuriat et de l'innovation, perçus comme des moteurs indispensables pour bâtir une économie durable. Voici un extrait de son discours. Pour moi, un grand honneur et un plaisir réel de vous accueillir, Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour cette 15e édition de la célébration de la Journée nationale et africaine de la jeunesse, au cours de laquelle sera remis le grand prix du chef de l'État, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, portant le titre de Initiative Jeunesse. Dans le cadre de cette journée, décrétée par le Président de la République, le ministère a organisé son premier forum régional de jeunes de pays de l'Afrique de l'Est qui s'est déroulé du 29 octobre au 31 novembre 2024 à l'Académie Idriss Farh Habané. Ce premier forum régional, auquel ont participé les jeunes de 4 pays, s'inscrit dans une dynamique de protection des valeurs universelles telles que la paix, la protection de l'environnement et le bien-être. En réunissant plus de 150 jeunes et encadrants de la région, le forum a constitué un espace d'échange, de partage et de co-construction d'un avenir meilleur. Les ateliers de discussion riches en résolutions collégiales témoignent à quel point les jeunes sont conscients de leurs responsabilités et sont engagés à agir pour atténuer les impacts du changement climatique, participer aux mécanismes de résolution des conflits, transmettre la culture de la paix et de l'unité aux générations futures et prendre soin de notre planète. Ils ont par ailleurs consigné les recommandations en charte d'action qui vous sera remise, Excellence, Monsieur le Premier ministre, tout à l'heure. Pour ce qui est du Grand Prix du chef de l'État, haute distinction et appui financier qui récompense le meilleur projet de développement professionnel et économique des jeunes, sélectionné par un jury, et ce, à l'issue d'un concours national. Cette année, plus de 100 candidatures ont été enregistrées sur la plateforme numérique. C'est pour vous dire à quel point les jeunes adhèrent à ces prix et son impact positif sur leur créativité. Cela témoigne également de la vision pertinente et profonde de notre Président de la République, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, qui met l'emploi des jeunes au cœur du plus grand défi en dédiant ce prix spécialement à nos jeunes entrepreneurs. Et dans son allocution, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a rendu hommage à la jeunesse djiboutienne et à tous les efforts déployés pour promouvoir une économie mauve innovante. On l'écoute. Comme chaque année, nous célébrons la Journée nationale africaine de la jeunesse pour rappeler le caractère incontournable de la jeunesse africaine dans le renouveau de notre pays et de notre continent. Et je m'en réjouis également de la jeunesse, moteur du changement et d'innovation, instituée par l'Union africaine. Cette journée est un symbole fort de l'engagement de nos États à favoriser la participation des jeunes dans le développement de la paix. Le président de la République, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, a intégré par décret de 2009 le terme national, soulignant ainsi son attachement à la jeunesse et son rôle crucial dans notre société. En effet, depuis son accession à la magistrature suprême, le chef de l'État n'a cessé d'œuvrer en faveur de la jeunesse, qu'il a toujours placée au cœur de ses préoccupations, plus particulièrement lors des mandats dédiés à la jeunesse et à son épanouissement. Cette journée est également le moment pour tout le gouvernement de dresser le bilan de ses actions réalisées en faveur des jeunes et d'annoncer les grandes lignes des perspectives qui s'offrent à eux, surtout en termes d'employabilité et de développement durable. Le département en charge de la jeunesse n'a cessé depuis 2021 à impulser une nouvelle dynamique
en apportant beaucoup de changements positifs. Et pour nous en dire plus sur cette journée marquante, la journée nationale et africaine de la jeunesse, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Monsieur Idriss Moussa Ahmed. Bonsoir Monsieur. Bonsoir Madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes conseiller principal de la ministre de la Jeunesse. Nous allons d'abord faire le point avec vous sur les différents événements organisés par le ministère de la Jeunesse dans la semaine. Merci. Bonsoir tout le monde. La ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hiba Moumouna Assoué, depuis qu'elle est à la tête de ce ministère, a entrepris, comme vient de le confirmer le Premier ministre, beaucoup de changements positifs au niveau des programmes et activités de jeunesse. Et il faut dire que Madame la ministre a instauré et mis en place des programmes et des actions en faveur de la jeunesse qui ont apporté les remèdes nécessaires aux différents maux auxquels il faut confiance. Dans un premier temps, la ministre de la Jeunesse a déjà cherché souvent à mettre en place les structures nécessaires afin de lutter d'abord, favoriser les régions de l'intérieur. Ça, c'est la lutte contre l'exode rural, qui constitue un fléau national. Et depuis ce temps, plusieurs infrastructures comme le centre de développement culturel et communautaire ont été construites, ainsi qu'une lutte permanente contre le chômage. À l'exemple des formations en anglais qui ont été données aux jeunes filles et aux garçons dans le domaine de l'anglais afin qu'ils puissent s'insérer dans le circuit socio-économique de notre pays, mais également l'octroi sans frais de permis de conduire pour les régions de l'intérieur. Alors, une question simple et un peu plus large. Pourquoi est-il important de célébrer la journée de la jeunesse? Cette journée de la jeunesse, on appelle ça Journée africaine de la jeunesse, qui a été instituée par l'Union africaine en 2008 à Banjul, a constitué et par laquelle, par la suite, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a instauré par décret son organisation annuelle, et qu'on a ajouté par la suite le volet national, constitue un moment important de faire d'abord le bilan de toutes les actions qui ont été faites, mais également de rappeler l'importance de la jeunesse dans un pays, pour un peuple, afin que ce peuple puisse investir dans la jeunesse et veiller à son épanouissement et à son éducation, afin de préparer la relève de demain, mais également de faire en sorte que ces sociétés puissent devenir plus compétitives et professionnelles, de manière à ce que les jeunes puissent prendre leur avenir en main. Et justement, en parlant des jeunes, il est intéressant de se pencher sur leur réalité. Vous l'avez parlé à l'instant. Quels sont, selon vous, les principaux défis que rencontrent les jeunes aujourd'hui? Actuellement, à l'instar des autres pays du monde, et particulièrement en Afrique, d'abord c'est le chômage. Le chômage qui, après les sentiers, les circuits administratifs et les offices de l'administration, et qui actuellement sont saturés, les jeunes doivent faire preuve de créativité, dénicher de nouveaux emplois, et le ministère de la Jeunesse, c'est une de ses missions de pouvoir contribuer à l'insertion socio-économique et professionnelle des jeunes en leur octroyant des formations de renforcement des capacités, mais également en leur mettant des activités de sensibilisation sur des secteurs porteurs, d'abord on a fait ça dans le passé sur l'économie verte. C'était ça il y a 2 ans. L'année dernière, c'était l'économie bleue, parce que nous avons la mer et qui a beaucoup de richesses. Et on n'arrive pas à pousser nos jeunes à s'intéresser à cette richesse naturelle que Dieu nous a dotée. Et je pense que dans ce cadre-là, l'économie bleue a été le grand prix de l'année dernière, du chef de l'année dernière. Cette année, on s'est un peu engagé et défricher le secteur de la culture qui, à l'instar des pays du monde, constitue une aubaine pour la jeunesse et surtout pour les professionnels des industries culturelles et créatives, afin qu'ils puissent créer à partir de l'ICC des œuvres porteurs d'avenir, mais également sources de revenus. Et ces défis sont effectivement préoccupants. Cela nous amène à réfléchir sur les solutions et les initiatives qui peuvent faire la différence. Parlez-nous de comment des initiatives comme le Grand Prix, donc Initiative Jeunesse, peuvent inspirer les jeunes à s'investir dans leur pays. Le Grand Prix du chef de l'État, Initiative Jeunesse, qui a été instauré en 2014, constitue une importante démarche entreprise par le chef de l'État, un appui considérable en faveur des jeunes afin de les aider à réaliser leurs projets en fonction des thèmes qui sont retenus par le jury national
pour organiser ce grand concours. Et à partir de là, le jury lance le thème et finalement, ce sont les 3 premiers prix qui sont récompensés. Une fois qu'ils sont récompensés, le premier lauréat reçoit une somme de 3 millions, le deuxième 2 millions et le troisième 1 million francs djibouti. Pendant la mise en œuvre de ce projet, les ministères, une cellule du ministère suit ces jeunes dans la formulation, mais également dans la mise en application de leur projet et leur apporte les conseils et appuis nécessaires techniques. Et un dernier message, quel message voulez-vous transmettre aux jeunes djiboutiens qui vous regardent? Je voudrais dire à nos jeunes djiboutiens que dans ce cadre de la mondialisation et de la globalisation, la compétitivité est acharnée. Et il est nécessaire de dénicher et de trouver les emplois nécessaires et de se doter de compétences importantes afin d'être outillés et de faire face aux problèmes du chômage. Dans ce cadre, il faut plus faciliter et se mobiliser pour l'intégration interrégionale, pour créer des réseaux, mais également pour s'adonner ou bien s'orienter vers le civisme, le patriotisme, mais surtout sur le volontariat afin que ces jeunes puissent mettre à la disposition de leur pays, de leur peuple, leur énergie, leur intelligence, mais également leur force. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Monsieur Idriss Moussa Ahmed, on le rappelle, vous êtes conseiller principal de la ministre de la Jeunesse. Merci encore une fois pour votre contribution. Merci. Autre information, hier, un atelier dédié au renforcement du rôle des parlementaires dans les travaux des commissions s'est tenu au siège de la représentation nationale, organisé en partenariat avec l'Union interparlementaire. Atelier consacré au renforcement du rôle des parlementaires dans les travaux des commissions s'est tenu aujourd'hui au siège de la représentation nationale. L'objectif de cet atelier est de permettre un suivi des recommandations formulées, l'efficacité des commissions parlementaires en améliorant l'organisation, la préparation et le suivi des travaux et réunions. Lors de l'ouverture de cet atelier, le président de l'Assemblée nationale, Dilleta Mohamed Dilleta, a affirmé dans son discours que le travail en commission ne se réduit pas à une simple étape intermédiaire, mais constitue un véritable pilier de l'édifice parlementaire. Il a souligné que les travaux en commission garantissent un débat rigoureux, équilibré et informé, permettant ainsi d'éclairer le choix législatif et de renforcer la légitimité des décisions prises au nom du peuple. Nous sommes très honorés et privilégiés d'être avec vous encore et très reconnaissants pour cette coopération. Comme M. le Président a évoqué, pendant l'accueil après les dernières élections, pendant l'accueil des députés en 2023, l'Assemblée nationale a partagé sa vision pour la formation continue des députés dans le cadre de cet accueil. Et cette activité fait partie de ce cadre. On a fait aussi d'autres activités que je voulais vous féliciter. D'abord, on a travaillé avec vous sur un rapprochement de l'Assemblée nationale avec des mécanismes internationaux aux Nations Unies. Écoutons maintenant un extrait du discours du président de l'Assemblée nationale. Il s'inscrit dans le cadre d'un schéma de formation continue que nous avons établi sur des thématiques prioritaires pour l'Assemblée nationale au début de la 9e législature. De ce fait, il est en lien direct avec la formation dédiée à l'accueil de nouveaux députés de mars 2023, un exercice qui a permis aux nouveaux députés de se familiariser avec le processus législatif. Ce programme de formation continue se poursuit avec cette formation qui répond à un besoin de renforcer le travail des commissions à l'Assemblée. Il s'agit d'améliorer l'organisation des travaux et des réunions des commissions, notamment en ce qui concerne leur préparation, leur déroulement et leur suivi. Mes chers collègues, comme vous le savez, le processus législatif est entièrement soutenu par les cadres de l'administration. L'administration parlementaire joue un rôle essentiel pour soutenir les députés dans leur mission. C'est pourquoi j'ai voulu
aussi que les personnels de l'administration bénéficient également de cette formation. Une première partie de l'atelier a donc été organisée par les membres de l'administration. Il s'agissait principalement de soutenir les personnels administratifs qui appuient les travaux des commissions et leurs députés. Je salue à cet égard les échanges fructueux qui ont eu lieu sur les normes et les procédures, les partages des bonnes pratiques en matière d'organisation du travail et de suivi des séances de commission. Mes chers collègues, je rappelle que l'organisation des travaux des commissions représente un axe majeur des processus législatifs et bien sûr les commissions parlementaires sont des rouages essentiels du travail parlementaire. C'est pourquoi j'exhorte les honorables députés et en particulier les membres des bureaux de commission à être attentifs aux échanges de cet atelier dont, je n'en doute pas, leur sera hautement bénéfique. Je remercie les acteurs de l'atelier qui réunit à l'Assemblée nationale, toujours le président de l'Assemblée, Dileta Mohamed Dileta, a récemment accueilli Madame Cynthia Kierch, la nouvelle ambassadrice des États-Unis accréditée à Djibouti. Cette visite de courtoisie a permis d'instaurer un dialogue enrichissant autour de sujets d'intérêt commun, marquant un premier pas vers un renforcement des liens entre les deux nations. Les discussions ont principalement porté sur le renforcement de la coopération interparlementaire et le partage de bonnes pratiques législatives. Dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes dans la Corne de l'Afrique, ces échanges ont pris une dimension stratégique, reflétant l'importance d'une collaboration accrue face aux défis régionaux. Par ailleurs, le président Dileta a proposé la création d'un groupe d'amitié interparlementaire, une initiative visant à consolider les relations entre les deux législatures. Ce groupe servirait de plateforme pour promouvoir la diplomatie parlementaire et favoriser des échanges culturels et sociaux, renforçant ainsi les liens entre les deux peuples. Et en conclusion, le président Dileta a exprimé son soutien et disponibilité pour accompagner l'ambassadrice dans l'accomplissement de sa mission diplomatique. Une autre visite de courtoisie, toujours à l'Assemblée nationale cette fois-ci. Le président de l'Assemblée nationale a reçu le nouvel ambassadeur d'Algérie à Djibouti, Fardos Hussein. Président de l'Assemblée nationale, Dileta Mohamed Dileta a reçu le nouvel ambassadeur algérien à Djibouti. Les entretiens ont porté sur l'excellence des relations d'amitié et de coopération qui existent entre nos deux pays frères et arabes, la volonté d'œuvrer au renforcement de leurs relations et les raffermir davantage, notamment dans le domaine parlementaire, à travers le groupe d'amitié parlementaire Djibouti-Algérie. Le président de l'Assemblée nationale, Dileta Mohamed Dileta, a ensuite saisi l'occasion et a transmis au peuple frère algérien ses sincères et fraternelles félicitations à l'occasion de la célébration du 70e anniversaire du déclenchement de la révolution du 1er novembre. À la fin de l'entrevue, le président de l'Assemblée a assuré le diplomate algérien de son soutien afin de lui permettre d'accomplir sa noble mission de travail dans les meilleures conditions. À la une également, une délégation somalienne de haut rang dirigée par le ministre de la Défense, Abdelkader Mohamed Nour, a été chaleureusement accueillie à Djibouti où elle a été officiellement reçue en signe de fraternité et de solidarité entre les deux nations. Pour mieux comprendre, suivez ce reportage de Mary Mohamed. L'après-midi du 3 novembre 2024, une délégation somalienne de haut niveau, conduite par le ministre de la Défense, Abdelkader Mohamed Nour, est arrivée à l'aéroport international de Djibouti. Ces groupes comprenaient également le chef d'état-major des forces armées somaliennes, le major général Ibrahim Cheikh Mouhyeddine, ainsi que d'autres hauts responsables militaires et civils. La délégation a été chaleureusement accueillie par le ministre de la Défense de la République de Djibouti, accompagné de hauts cadres de l'armée djiboutienne. Le 4 novembre, à 9h, la délégation somalienne a été officiellement récit à l'hôtel des officiers Hassan Bassouma Hassan, le ministre de la Défense chargé de relations avec le Parlement, Hassan Omar Mohamed, accompagné du chef d'état-major général des armées, le général des corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, ont salué leurs homologues somaliens avec une solennité empruntée de respect mutuel. Une troupe d'honneur a marqué cet accueil rendant hommage aux visiteurs en exécutant les hymnes nationaux de deux pays symbolisant l'amitié et la solidarité entre la République de Djibouti et la République fédérale.
Et après les cérémonies, les responsables des deux nations ont discuté de la coopération en matière de sécurité. La délégation somalienne exprimant sa gratitude pour le soutien de Djibouti. Élément de réponse, toujours avec Maïm Mohamed. Cérémonie officielle, les discussions se sont poursuivies dans la salle des réceptions où les responsables des deux nations ont abordé divers sujets liés aux relations bilatérales. Cette rencontre a permis de réaffirmer la volonté commune de renforcer la coopération dans le domaine de la sécurité afin de mieux répondre aux défis communs. La délégation somalienne a exprimé sa gratitude pour l'accueil chaleureux, récit et l'importance du soutien de la République de Djibouti. Leur volonté commune de renforcer la coopération dans le domaine de la sécurité pour faire face ensemble aux défis partagés. Également dans l'actualité, la force en attente de l'Afrique de l'Est et Djibouti a lancé une formation sur la protection de l'enfance à l'Académie de police nationale pour renforcer les compétences en matière de protection des droits des enfants, notamment en zone de conflit. Tout de suite, voici un éclairage sur cette formation. La force en attente de région Afrique de l'Est, en collaboration avec la République de Djibouti, a lancé un cours sur la protection des enfants à l'Académie Idrissa Farah Abane de la police nationale. Le cours qui se déroulera du 4 au 12 novembre vise à lutter contre la vulnérabilité des enfants et de renforcer les droits des enfants. La formation vise à améliorer les compréhensions sur le droit de protection des enfants. Le cours aidera également le participant à acquérir des connaissances sur leur rôle et responsabilités dans la protection des enfants dans le contexte de l'environnement des opérations de sécurité de paix. À la cérémonie d'ouverture a vu la participation du ministre de l'Intérieur, la procureure générale de la République, le chef d'état-major général de la Défense, le directeur général de la police et le chef d'état-major général de la gendarmerie. Le directeur de force en attente de la région d'Afrique de l'Est, le brigadier Paul, était invité principal à se féliciter du lancement de cette formation au profit des pays membres de force en attente de la région de l'Afrique de l'Est. Dans son discours d'ouverture, le directeur a remercié la République de Djibouti d'avoir permis d'organiser cette importante formation. Il a également remercié les États membres pour leur volonté d'envoyer des participants à ces cours. Le directeur a déclaré aussi que le continent africain est témoin de différents types de conflits et dans lequel la vulnérabilité des enfants fait partie des problèmes. Afin de prévenir les problèmes qui touchent les enfants, nous devons maximiser ces types de formations qui renforcent les capacités et les compétences des employés par notre personnel pendant le mission de maintien de la paix et des opérations militaires. Je voudrais tout d'abord vous souhaiter la bienvenue au sein de cette académie de police Idriss Farah Abane. Cette académie qui fait la fierté de la police nationale n'est plus à présenter, car elle a su, avec le temps, s'imposer comme un centre de référence et d'excellence régionale en matière d'apprentissage. Je voudrais également souhaiter la bienvenue à toutes les délégations qui ont fait le déplacement et remercier par la même occasion les officiels qui ont bien voulu nous honorer de leur présence pour la cérémonie d'ouverture de la formation sur la protection des enfants. Le ministre de l'Intérieur, Saïd Nouh, a souligné que la problématique de la protection des enfants est un enjeu crucial pour notre pays, mais aussi pour le continent. Écoutons un extrait de son discours. Pour moi, c'est un honneur de m'exprimer devant cette Assemblée pour la cérémonie de lancement de la formation sur la protection des enfants sous le parrainage
de l'Eastern Africa Standby Force. Comme vous le savez, la problématique de la protection des enfants est un enjeu crucial pour notre pays, mais également pour le monde entier, et en particulier ce qui nous réunit aujourd'hui pour donc, le continent africain. Car comme vous le savez, dans ce continent, plus de 65% des habitants ont moins de 30 ans. Et en particulier, il est chiffré au nombre de 200 millions d'enfants qui se trouvent dans la tranche d'âge entre 15 et 24 ans. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, il est de notre devoir de veiller à leur bien-être et à leur sécurité pour en faire des adultes responsables et soucieux de l'avenir de leur continent. L'objectif de cette formation est de permettre aux participants de s'imprégner des thèmes relatifs à la protection des enfants afin de prévenir ensemble les risques que peuvent encourir ces jeunes et de sauvegarder effectivement leur vulnérabilité afin de les aider à s'épanouir sereinement dans un monde en proie à des conflits. Le directeur général de la police nationale et le brigadier Paul Ndjema ont signé un accord pour renforcer la formation de l'EASF, une force régionale dédiée au maintien de la paix en Afrique de l'Est. Découvrons comment s'est déroulée la signature de cet accord dans ce commentaire. Ici, de cette cérémonie de lancement des formations sur la protection des enfants, le directeur général de la police nationale, le colonel Abdurrahman Ali Kahin, et son hôte de brigadier Paul, directeur de force en attente de la région de l'Afrique de l'Est, ont signé un protocole d'entente qui permet de renforcer les formations régionales de personnel. La force en attente de l'Afrique de l'Est pour Eastern Africa est une composante africaine de la force africaine en attente qui fait partie des initiatives de l'Union africaine visant à renforcer la capacité de réponse aux crises sur le continent, et elle a pour mission de contribuer au maintien de la paix et à la sécurité dans la région de l'Afrique de l'Est. Elle est composée des militaires, des policiers et des civils provenant de 10 pays membres. La force peut être déployée rapidement en cas de conflit ou de crise pour des missions telles que le maintien de la paix, la gestion des catastrophes et l'aide humanitaire. Voilà donc pour cette remise des équipements par le ministre de l'Éducation nationale à l'Agence nationale des personnes handicapées dans le but de favoriser l'inclusion des élèves en situation de handicap. A procédé à la remise officielle d'un important lot de matériel au directeur général de l'Agence nationale des personnes handicapées, M. Douali Saïd Mahmoud. Ces matériels étaient composés de machines à écrire, en braille et des kits scolaires destinés à quelques 352 élèves. La cérémonie de remise officielle s'est déroulée ce matin à l'école des élèves à besoins éducatifs spéciaux. Cette initiative vise à améliorer l'accès à une éducation inclusive pour les élèves handicapés. Plusieurs cadres et responsables du MENFOP ont pris part à cet événement qui souligne l'engagement du MENFOP en faveur d'une éducation accessible à tous. La cérémonie a été l'occasion pour le ministre de réaffirmer la détermination de son département à offrir les meilleures conditions de l'enseignement à tous les enfants de la République. Il assure son soutien à l'ANPH dans sa politique d'inclusion et l'insertion des personnes souffrant d'handicap au tissu socio-économique du pays. Nous avons eu l'honneur de recevoir des kits scolaires, également des machines de braille pour les enfants à besoins spéciaux. Donc nous remercions d'une manière assez honorable l'Agence nationale des personnes handicapées et nous sommes également sous le parrainage de l'éducation nationale. Le directeur général de la NPH, Douali Saïd Mahmoud, a exprimé sa profonde gratitude envers le ministre de l'Éducation nationale.
Le directeur général de la NPH, M. Douale Saïd Mahamoud, a exprimé ses chaleureux remerciements au ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, à l'occasion pour lui de souligner l'intérêt de ces matériels pour les enfants souffrant d'handicap. Il a rappelé et appelé à renforcer encore davantage la coopération entre son institution et le reste du gouvernement, ainsi que les organisations non gouvernementales opérant à Djibouti. Pour rappel, la République de Djibouti est engagée dans une politique d'insertion renforcée des personnes handicapées, à travers notamment l'intégration des élèves à besoins éducatifs spéciaux dans le système éducatif. L'autorité intergouvernementale pour le développement, l'IGAD, a organisé ce week-end une consultation nationale sur la politique de l'enfance. Cet événement a rassemblé divers participants, notamment des experts de l'organisation régionale. Madame Fouzia Ousmane Ali, directrice de la famille, dépêchée par le département de la femme et de la famille, une représentante de l'UNICEF, ainsi que des membres de la société civile djiboutienne. La session a été ouverte par Dr Emnet Gebre, experte de l'IGAD en charge de la politique de l'enfance, qui a souhaité la bienvenue aux délégués venus à Djibouti pour ces consultations. Plusieurs dizaines d'enfants accompagnés de leurs tuteurs ont pris la parole pour partager leurs expériences et exprimer leurs préoccupations sur des sujets tels que la traite des enfants, la migration irrégulière et les déplacements forcés. Ces consultations ont offert à l'IGAD une opportunité précieuse de recueillir les avis des enfants eux-mêmes sur les solutions durables à ces problématiques qui affectent durement la sous-région. Écoutons la directrice de la famille, Madame Fouzia Ousmane Ali, qui a salué l'initiative de l'IGAD. Dans la région d'Afrique de l'Est, de manière aussi importante dans la construction de notre avenir commun. Vous êtes l'avenir de notre région et les forces vives de la nation djiboutienne. Et c'est pourquoi nous avons besoin de vos idées, de vos rêves et de vos préoccupations pour bâtir un monde meilleur pour vous tous. Cette réunion est votre espace pour exprimer ce que vous voulez, ce dont vous avez besoin, et pour nous dire comment vous aimeriez que votre vie soit dans les années à venir. Et nous écoutons maintenant un extrait de l'intervention de Mme Karen Andria Mamapianina, chargée de la protection de l'enfance à l'UNICEF à Djibouti. La protection de l'enfance, je pense que vous avez déjà une idée, mais on protège tous les enfants, vraiment tous les enfants, de l'exploitation, des abus, de la négligence, de la maltraitance, du travail forcé. Donc ça fait partie du travail que nous faisons à Djibouti, mais aussi dans les autres pays où l'UNICEF est présent. Donc voilà, je ne vais pas être longue, comme je disais, je suis très contente d'être ici. Merci à vous d'être là. Donc j'espère que nous allons avoir une journée productive, riche, et surtout qu'on pourra apprendre de vous, parce que je pense que c'est une première à Djibouti que d'avoir ce genre de consultation où les enfants sont impliqués. Donc bon courage et merci encore une fois les enfants et les parents également qui ont été là. Écoutons à présent l'intervention de Mme Emnet Gebre, experte de l'IGAD en charge de la politique de l'enfance. Première pour l'IGAD, à faire participer les enfants dans le processus d'élaboration de la politique pour l'enfance de l'IGAD. Donc comme les enfants sont les parties prenantes principales de ce document, on a voulu inclure leur voix pour entendre leur voix et pour entendre ce dont ils ont à contribuer, donc pour savoir mieux cerner leurs besoins et en vue d'amender, de réviser le projet de politique de l'enfance pour l'IGAD. Donc l'objectif premier, c'est de comprendre mieux leurs droits, leurs besoins, de comprendre mieux les problèmes auxquels ils sont confrontés, comme ils sont les parties prenantes principales, et en vue de l'élaboration de la politique pour l'enfance. Et c'est évidemment la première fois que nous prenons ce genre d'initiative dans la région. Donc nous avons déjà été en Éthiopie, au Kenya, en Somalie, et là on se retrouve à Djibouti.
Donc on a des enfants qui nous viennent des régions, donc les 5 régions de Djibouti sont représentantes, des enfants de la capitale. Et pour assurer une meilleure représentativité, nous avons inclus des filles, des garçons, mais des enfants à besoins spéciaux. Des enfants migrants sont aujourd'hui représentés, des enfants réfugiés. Donc on a une meilleure représentativité pour s'assurer que tous les enfants sont consultés et que leurs voix sont entendues dans le processus d'élaboration de la politique pour l'enfance de l'IGAD. Et à l'approche de l'élection présidentielle de 2024 aux États-Unis, l'attention se concentre sur le Wisconsin, un État clé dans la course électorale avec les candidatures de Donald Trump et Kamala Harris. Notre envoyé spécial, Mohamed Garas, nous en dit plus. Représentants des médias des pays respectifs en mission dans le cadre de la tournée internationale des reportages Chemin vers la Maison-Blanche, de rencontrer les directeurs généraux des TMJ4, qui évidemment a partagé avec eux ses réflexions sur les paysages électoraux américains. Fort de plusieurs décennies d'expérience dans les domaines des médias, le numéro 1 des TMJ4 a souligné, selon M. Mohamed Gass, l'importance d'une couverture objective et précise, surtout en période électorale. Selon lui, le rôle des médias ne se limite pas à rapporter des faits, mais inclut également la responsabilité d'éduquer le public sur les processus démocratiques. Il a notamment souligné le rôle essentiel des bureaux de vote et des scrutateurs qui veillent à ce que chaque voix soit comptée équitablement. Durant ces briefings, les reporters en chef chargés de la politique, qui n'étaient autres que le directeur général de cette institution des médias, dénommée TMJ4, a expliqué aux représentants des médias étrangers présents les différentes étapes du processus électoral aux États-Unis, qui, bien que complexe, est conçu pour assurer la transparence et la justice. Force est de souligner que des primaires aux élections générales, chaque phase est jalonnée des règles spécifiques et des procédures destinées à garantir l'intégrité des scrutins. Selon notre reporter Moussié Gass, l'un des points majeurs abordés lors de cette rencontre a été les défis auxquels sont confrontés les médias dans leur couverture des élections. Dans un environnement où la désinformation prolifère, TMJ4 s'engage à vérifier les faits et à fournir aux électeurs des informations précises. Pour les représentants des médias internationaux, cette visite à TMJ4 a été d'une grande richesse, en particulier pour notre envoyé spécial Moussié Gass, qui a non seulement appris sur le fonctionnement interne d'une station de télévision américaine, mais aussi sur les attentes et les responsabilités qui incombent aux journalistes lors des élections. Again, this is not a prediction. This is I don't know why they call it the blue wall, but they got that name, blue wall. Et place maintenant à notre reportage qui vous plonge au cœur de l'élection présidentielle américaine. Le maire de Milwaukee, Cavalier Johnson, a discuté avec des médias étrangers de sa vision pour la ville et de l'importance de la participation électorale dans le contexte de l'élection présidentielle. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à la radio-télévision de Djibouti. Nous sommes aux États-Unis d'Amérique pour participer bien sûr à l'élection présidentielle. Donc nous sommes ce matin d'avoir une rencontre avec les maires de la ville pour qu'ils puissent nous briefer sur la situation, comment dirais-je, des votes et comment dirais-je, ce tir-les-votes comme on appelle, le lecteur qui vient, comment dirais-je, s'inscrire ici un peu tôt. Se déroulera. Donc nous sommes, comme vous pouvez le voir, devant ces grands bâtiments de la mairie. Donc on a eu l'opportunité d'interviewer des early voters, comme on dit en anglais, donc les électeurs qui sont venus un peu tôt pour à s'inscrire et voter avant, pour ne pas attendre bien sûr les jours J. Dans les cœurs vibrants de Milwaukee, une discussion clé a eu lieu hier, réunissant des représentants des médias étrangers et les maires Cavalier Johnson. Alors que la nation se prépare pour une élection présidentielle décisive entre Kamala Harris et Donald Trump, la dynamique locale de Milwaukee et son leadership prennent une importance accrue. Le maire Johnson, qui est à l'avant-garde de la gouvernance de Milwaukee, a partagé sa vision pour la ville dans le contexte du paysage politique plus large. Son administration a mis l'accent sur des initiatives clés visant à améliorer l'engagement communautaire, le développement économique et la sécurité publique. Alors que Milwaukee continue de faire face à des défis tels que l'accessibilité au logement et l'inégalité économique, Johnson a souligné l'importance des solutions innovantes qui favorisent l'inclusivité et la croissance. À l'approche de l'élection, les enjeux pour Milwaukee sont particulièrement élevés. Johnson a discuté de la manière dont les résultats au niveau local et national influenceront la trajectoire de la ville.
Les implications potentielles d'une présidence Harris ou Trump pourraient avoir un impact significatif sur les financements fédéraux, les politiques sociales et les initiatives communautaires vitales pour le développement de Milwaukee. Il y a lieu de noter que l'approche proactive d'Imer Johnson sert de modèle pour d'autres villes confrontées à des défis similaires. Son leadership illustre comment la gouvernance locale peut façonner les discours des élections nationales, rappelant que les poules de la démocratie commencent souvent au niveau communautaire. Suite à cette discussion, que les représentants des médias ont eu avec les maires de Milwaukee, un vote anticipé a été organisé pour la population de Milwaukee. Cette initiative témoigne de l'engagement de la ville à encourager la participation des électeurs avant le jour de l'élection. Les votes anticipés ont permis aux résidents d'exprimer leurs opinions et d'assurer que leur voix soit entendue dans les processus démocratiques. Après ces votes anticipés, nous avons eu l'opportunité d'interviewer plusieurs électeurs sortant des bureaux. Après ces votes anticipés, nous avons eu l'opportunité d'interviewer plusieurs électeurs sortant des bureaux de vote. Leur enthousiasme et leur détermination à participer au processus électoral étaient palpables. C'est notre devoir de voter, surtout en cette période où chaque voix compte. Je pense que notre vote peut vraiment faire la différence pour l'avenir de notre ville et de notre pays, déclare un électeur. November 5th, and your ballots will be counted the day of. Et à l'international, toujours l'armée israélienne intensifie ses frappes sur les infrastructures sanitaires libanaises, entraînant une grave crise humanitaire. Fardous Hussein nous fait le point. Bon, l'armée israélienne cible des établissements sanitaires dans ce pays. En 2 mois, 85 agents de santé ont été tués dans l'exercice de leur métier, déplore l'ONU. Le bureau de coordination des affaires humanitaires OCHA indique que l'agence onusienne a ajouté que 36 attaques israéliennes ont ciblé des établissements de santé depuis qu'Israël a lancé son offensive terrestre au Liban en septembre. Le gouvernement libanais affirme qu'environ 1,2 million de personnes ont été déplacées, tandis que l'Organisation internationale pour la migration a déclaré que son décompte montre qu'au moins 842 648 personnes ont été forcées de fuir leur foyer. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Prenez soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles informations.